Salut à tous, on est en live et on est sur le Twitch de la Fédération française de jeux vidéo et aujourd'hui on va parler de la fac du pôle conférence. Je suis avec Mathieu qui fait justement partie du pôle conférence. Alors comment ça va Mathieu? Bonsoir Lionel, moi ça va très bien, et toi? Bah écoute, moi ça va très bien. Alors avant qu'on commence, j'invite toutes les personnes déjà à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse savoir si, tout est OK et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions durant le live à poser, on pourra, revenir dessus. Alors, ce soir, on est en live sur donc le Twitch officiel de la Fédération française de jeux vidéo pour, participer à la fac du pôle, conférence puisqu'il y avait eu, une première session durant laquelle, voilà, certaines choses avaient été exposées et des personnes avaient, posé des questions. Mais évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Mathieu, est-ce que tu peux, nous rappeler justement c'est quoi le pôle conférence, de, la FFJV? Bonsoir à tous. Donc, le pôle conférence de la FFJV, c'est une antenne de travail rattachée à la FFJV et qui est structurée et coordonnée par des associations qui lui sont affiliées. Ce qui est le cas, par exemple, pour la structure de Lionel, ce qui est le cas aussi pour mon association. De manière conjointe, sur l'ensemble de nos connaissances, on travaille conjointement à apporter des connaissances, un accompagnement aux associations affiliées à la FFJV et plus largement, par le biais des FAQ, à l'ensemble des associations qui souhaitent s'investir pour une meilleure santé de leurs associations et du secteur de manière générale. Super, bah écoute, merci à toi. Donc, ben, toutes les personnes qui sont présentes, ce soir, moi je vous remercie de participer, à notre live et encore une fois, n'hésitez pas à poser, vos questions, sur les différents sujets, qu'on va aborder. Voilà, si vous avez des choses à dire, ou des questions, que vous vous poseriez. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes qui nous regardent et qui nous ont déjà mis, des messages, donc, je vous remercie. Je te propose, ben, qu'on commence, tout simplement à dérouler notre FAQ avec une des premières questions qui avait été posée, qui concernait justement les aides financières pour les associations. Question très large quand même. On commence dur. Donc, les aides financières pour les associations déclarées. Alors, vous verrez, j'emploierai beaucoup le terme déclaré, puisqu'il y a différents statuts, différentes dénominations pour les associations. Donc, pour les associations déclarées, il y a aujourd'hui plusieurs aides financières possibles. D'abord, les aides d'État, qui vont être attribuées par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et administratifs, préfectures par exemple. Les organismes de la sécurité sociale peuvent le délivrer, mais plutôt sur les entités médico-sociales. Les établissements publics à caractère industriel et commercial, et les autres organismes publics, donc d'autres associations, des fédérations, des fondations. Dans le cas de la fédération, par exemple, la Fédération française du football peut octroyer des subventions qui lui sont allouées par l'État auprès de ses clubs affiliés. Dans notre secteur, ça peut être parfaitement envisageable aussi, puisque on est régi par la loi de 1901, donc on a la même reconnaissance légale que l'ensemble de ces entités sportives, plus classiques. Ensuite, vous avez les cotisations. Les cotisations, c'est une somme d'argent qui va être exigée par l'association auprès de ses adhérents au moment de l'inscription ou au renouvellement de la licence. Pour qu'elle puisse être reconnue, il faut qu'elle soit inscrite dans vos statuts d'association. Après, les modalités de renouvellement, d'augmentation, diminution des cotisations, vous les déterminez entre vous, au sein de votre bureau. Et elles seront imputables directement aux bénévoles qui souhaitent intégrer votre association. Ensuite, on a les affiliations, ce qui est le cas aujourd'hui pour la FFJV. Toutes les associations affiliées à la FFJV sont redevables d'une cotisation annuelle, et au même titre que la cotisation des bénévoles au sein de vos associations à moindre échelle. Sauf que là, au lieu de payer pour un individu, en fait, si je prends l'association DI que je représente, on a payé une affiliation pour l'ensemble de mes bénévoles et pour l'ensemble de l'association. Ensuite, on a les dons. Les dons, donc, c'est de l'argent, principalement, qui peut être donné à titre généreux aux associations.
par des gens qui ne sont pas affiliés ou adhérents à l'association proprement dite. Ça peut être une entreprise, par exemple, qui souhaite faire un don particulier à l'association. Ça peut être un particulier, un individu qui voilà, trouve le projet intéressant, mais qui potentiellement n'a peut-être pas le temps de s'investir, mais il veut quand même y contribuer d'une autre manière. Donc, il peut vous faire un don. Et ça, c'est surtout ce qui est recherché par les petites associations, entre guillemets, celles qui sont vraiment à taille très, très humaine, puisque c'est la première rentrée financière presque stable, d'une certaine manière. Et en dernier point, on a les sponsors. Donc, les associations affiliées à la FFJV étant le plus souvent des clubs ou des associations e-sportives disposant d'équipes de jeu, elles peuvent le plus souvent prétendre à des sponsors afin que ces derniers puissent soutenir financièrement une association ou un club, moyennant une contrepartie. Est-ce que tu as d'autres questions, Lionel? Alors, je regarde, il n'y a pas de questions pour l'instant sur les aides financières, donc je propose qu'on on avance. Nous avions aussi justement, tu parlais de l'association déclarée, la différence un petit peu entre l'association déclarée et l'association d'utilité publique. Alors, j'avoue que la différence peut être compliquée. Mais ça, on l'a apporté par exemple sur la FAQ, sur la conférence du mois dernier portée sur l'histoire de l'association régie par la loi du 1er juillet 1901. Donc, avant de donner une réponse précise entre les deux associations, il faut quand même qu'on redéfinisse ce qu'est l'association déclarée et ce qu'est l'association d'utilité publique. L'association déclarée, donc c'est ce que je viens de présenter, elle est régie par la loi du 1er juillet 1901. C'est cette loi qui acquiert la capacité juridique à l'association dès lors qu'elle est rendue publique par ses fondateurs. Donc, c'est-à-dire, vous montez un dossier, vous le déposez en préfecture ou au tribunal de grande instance pour l'Alsace-Moselle. Et de là, une fois que c'est acté et validé par les représentants de l'État, l'association est déclarée et publiée au journal officiel du pays. L'association reconnue d'utilité publique fonctionne sous le même principe de création. C'est d'abord une association régie par la loi 1901. Donc, du coup, c'est une association déclarée au départ. Toutefois, en étant reconnue d'utilité publique, elle bénéficie d'une reconnaissance particulière par l'État. Cette reconnaissance, ça va lui permettre d'obtenir plus facilement des subventions publiques, sans parler de l'impact marketing, puisque quand vous présentez une association qui est reconnue d'utilité publique, vous êtes quand même beaucoup plus écouté. Et pour être reconnue association d'utilité publique, l'association doit avoir existé depuis 3 ans minimum. La demande pour la reconnaissance d'utilité publique doit être approuvée par l'ensemble des personnes, déléguées du bureau lors d'une assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire. Avoir des statuts comportant l'ensemble des mentions prévues à l'article 11 du décret du 16 août 1901, donc c'est-à-dire tout le mode de fonctionnement de l'association au titre entendu par la loi. L'objet, la dénomination, le siège social, son mode de fonctionnement financier, etc., etc. Avoir l'ensemble des pièces nécessaires visées à l'article 10. Donc là, ça va être statut, règlement intérieur, compte, entre autres. Et toute cette demande-là, tout ce dossier-là est envoyé au ministère de l'Intérieur. Et de là, la validation se fera ensuite en Conseil d'État. S'il manque des choses, le ministère reviendra vers vous. Alors. Est-ce que c'est bon pour toi sur la réponse? Ok. Alors, on a quelques questions, mais qui concernent des sujets qui vont arriver juste après. Donc, en fait, je les garde pour après. Donc, prépare-toi. Nous avions aussi justement l'association déclarée et l'association privée, où il y a beaucoup de personnes qui se posent justement la question de la distinction claire entre les deux. Oui, en même temps, elle n'est pas forcément simple. Donc, la loi du 1er juillet 1901 définit l'association déclarée comme ça. C'est l'article 1er. L'association est la convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un autre but que le partage de bénéfices. On parle, par le biais de l'article 1er,
de 2 particuliers minimum, 2 individus privés. En conséquence, et par déduction, toutes les associations de France qui sont déclarées ou non déclarées sont des associations dites privées, parce qu'elles ne dépendent pas de la législation du ministère public. Elles dépendent bien du droit privé. Voilà, je ne peux pas être plus exhaustif et plus clair sur cette question-là. Oui, je pense que c'est clair. Alors, on avait aussi justement les questions sur les adhésions, comment gérer les adhésions et comment optimiser aussi les adhésions dans l'association? Alors, dans cette question, elle est très intéressante, cette question, je trouve. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, dès l'instant que vous êtes éthique dans ce que vous faites. C'est à vous, président d'association et membre du bureau, de faire preuve d'imagination. L'avantage de l'association régie par la loi 1901, c'est que les statuts vous donnent accès à un mode de fonctionnement qui peut être unique avec je crois qu'on n'est pas loin de 2 ou 3 000 associations e-sportives aujourd'hui en France, Lionel, à peu près. Du coup, il peut y avoir autant de modes de fonctionnement qu'il y a d'associations et de clubs e-sportifs aujourd'hui en France. C'est l'avantage de la loi 1901. C'est l'un de ses plus gros bénéfices. Après, je sais, qu'aujourd'hui, le recrutement, entre guillemets, sur le secteur, que ce soit du staff, des joueurs, est très, très compliqué. Il y a beaucoup de compétition. C'est pas simple. Et le recrutement aujourd'hui n'est pas structuré dans les associations. Ce qui est un gros problème aujourd'hui. Parce que du coup, personne ne se démarque, puisque tout le monde marche sur les mêmes œufs. Concrètement, c'est ça. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment faire preuve de créativité pour attirer de nouveaux talents, tout en restant dans l'éthique. Donc, je n'ai pas réellement de réponse à donner sur ce sujet-là, puisque l'approche et la méthode que vous emploierez dépendra notamment des valeurs de votre association. Mais je vous donne quand même une piste de réflexion, pour ne pas vous laisser dans le flou total. Regardez plutôt la notoriété, plutôt que la visibilité pour vos associations. Le fait de travailler votre notoriété, ça va aussi vous permettre de travailler davantage sur vos valeurs, dans un premier temps. Ce qui n'est comment dire, c'est par ce type d'approche-là que du coup, vous allez faire pousser, émerger et grandir de nouvelles idées. Une fois que vos valeurs sont définies, après, c'est de votre responsabilité d'agir avec éthique pour ne pas polluer cette notoriété que vous essayez de mettre en avant et de développer au sein de vos associations. Pourquoi la notoriété? Parce que du coup, ça va être votre première publicité. Pour tout vous dire, je suis RH dans le secteur privé et la première chose qu'on regarde quand on fait de la recherche d'emploi, et je pense qu'il y en a qui l'ont fait ou qui peut-être malheureusement sont encore dedans aujourd'hui, c'est la notoriété de l'entreprise. Est-ce que les gens s'y sentent bien? Est-ce qu'on parle d'elle en bien, en mal? La notoriété, c'est vraiment tout ça. Et c'est là-dessus que je pense aujourd'hui, on doit tous travailler parce que la visibilité, voilà, Twitch a une réputation qui n'est plus à faire, très clairement. C'est le point de départ de quasiment toutes les associations aujourd'hui. Et justement, plus il y a de volume, plus la compétition est rude et moins vous avez de chances de réussir. Donc, cherchez d'autres axes de réflexion, soyez novateurs, imaginatifs, puisqu'on est un secteur émergent. Et aujourd'hui, du coup, tout est possible. Voilà. Alors, on a une question que je vais prendre, mais juste avant de la prendre, je vais aussi juste rebondir sur cette question des adhésions. Sur ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'effectivement, si je prends l'exemple de l'association dans laquelle je suis, si vous montrez un dynamisme, si vous montrez que vous êtes actif et surtout si vous proposez des activités, des animations, des choses en fait qui intéressent vraiment les personnes, c'est là où vous allez voir que les gens vont vouloir vous rejoindre, vont vouloir adhérer, vont vouloir participer avec vous à l'association. Et étant donné que l'association, ça reste aussi quelque chose de collectif, si vous avez une vision qui est collective et qui prend en compte justement, on va dire, les besoins, les désirs des personnes, ils se sentiront aussi plus intéressés de participer.
Et voilà, donc c'est, soyez dynamique et montrez que vous avez vraiment une proposition de valeur, en fait, qui vous distingue de ce qui existe à côté et c'est ça qui fait que les personnes vont vous rejoindre. Alors on avait une question qui nous a été posée de LG_B_NF. Quel tarif conseillez-vous pour les adhésions? Alors, ne soyez pas dans l'extravagance, bien sûr, dans les adhésions. Je vais vous donner un cas concret. L'association DI pour laquelle je suis président et cofondateur, on est spécialisé uniquement sur les thématiques sociales et légales. Donc, on travaille entre autres sur l'inclusion sociale. Donc, si tu veux, pour rentrer dans mon association, tu payes une cotisation. Par contre, pour ne pas fausser nos valeurs et cette notion d'inclusion sociale auquel on tient beaucoup, on a mis en place un système de tarification en fonction de la situation professionnelle du futur adhérent. Je m'explique. Pour ne discréditer personne chez nous, les personnes qui sont au RSA ou aux minima sociaux sont exemptées de cotisation. Les personnes qui sont étudiants vont être à demi-tarif. Les personnes qui sont à l'allocation chômage, à l'ARE, seront demi-tarif. Les gens actifs seront plein tarif. Du coup, on répartit, on accueille tout le monde. On insuffle aussi une rentrée financière qui est moins stable que si tu faisais payer tout le monde au même tarif, ça c'est sûr. Mais à contrario, tu fais de l'égalité, de l'équité. Mmh. Puisque, de par les objets et les valeurs de mon association, je reste fidèle à ce qu'on veut qu'elle soit et de là, j'adapte mes statuts et ma vision de président en appui et en accord avec mon vice-président sur comment on va répartir ça. Après, ça dépend aussi de l'activité que tu proposes. Puisque si tu Mmh. proposes des activités, tu vas aussi avoir des frais. C'est dur de faire des activités totalement gratuites. Donc, tu dois aussi penser ça. Tu dois aussi penser ça. Ne pas te Mmh. faire de marge, puisque l'article premier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ne pas partager les bénéfices directs et financiers entre les individus, mais bien proposer autre chose. Donc, je ne sais pas, tu fais une activité qui te revient en tout et pour tout à 100 euros. Tu sais que voilà, cette année, tu as 10 personnes qui vont rejoindre ton association sur l'ensemble de l'année. Tu sais que tu peux déjà faire des adhésions à 10 euros pour financer cette activité-là et ne pas te retrouver du coup en déficit sur ton exercice comptable. Mmh. Voilà. Et tu peux augmenter le prix en fonction des accords et partenariats d'activités que tu peux proposer, parce qu'il faut aussi que l'association puisse vivre clairement et pas qu'elle se retrouve en déficit, parce que là, du coup, toi, président, tu vas être très bien embêté. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que tu dois le penser, que ce soit en adéquation avec tes valeurs, les valeurs de tes statuts, les valeurs de ton association, et que ce soit également pas rentable, mais que tu rentres dans tes frais. Mmh. Ouais, je rebondis, là-dessus aussi, hein. C'est vrai, quand vous pensez, adhésion, pensez juste, quels sont, mes frais bancaires? Quel va être le coût de mon assurance? Quel va être, les frais, on va dire, administratifs et les frais, réguliers que vous avez et vous devez simplement vous dire que, tous ces frais, il faut réussir à les couvrir, on va dire, plus ou moins avec vos adhésions. Donc vous pouvez déjà avoir un minimum, d'adhésion, imaginé, grâce à ça et après effectivement, là, c'est à vous de voir, si vous voulez, moi je connais des associations, hein, qui mettent, 50 €, 100 €, l'adhésion par an, mais comme en fait c'est des associations, comme on l'a dit précédemment, qui font des choses et qui sont vraiment, populaire, on va dire. Donc faire partie de l'association, si vous voulez, c'est un peu une marque de succès aussi. Ouais, il y a des gens, ils sont prêts à payer, 100 €. Après, il y a évidemment des associations, généralement, ça va être 10-20 €, l'adhésion, c'est l'adhésion un peu classique, qui est faite. Alors, on a, la question aussi des droits légaux de l'association, qui avait été, posée. Mmh. Alors, pour ce qui est des droits légaux, donc les droits légaux s'appliquent uniquement aux associations déclarées. Les associations non déclarées, ce sont un groupement d'individus, ce qui fait qu'il n'est pas possible d'avoir une dénomination. Il n'est pas possible non plus d'avoir
un président proprement dit, puisque tout ce que ce groupement va posséder appartient de manière égale à l'ensemble de son collectif. Ce qui n'est pas le cas de l'association déclarée, puisque là, elle est représentée par un bureau, un président, vice-président, secrétaire, trésorier, etc. Donc, du coup, ce qui veut dire que l'association déclarée, déjà, au départ, est reconnue par l'État, notamment sur le respect des valeurs et des lois de la République. Vous ne pourrez pas être reconnu association déclarée si vous ne rentrez pas dans ce critère-là, déjà au départ. Ensuite, du coup, tout ça, ça vous octroie un certain nombre de droits, comme l'acquisition de locaux en qualité de locataire ou de propriétaire sous le nom de l'association. Vous pouvez également, enfin, l'association peut également être ester en justice, donc c'est-à-dire se constituer partie au tribunal, d'accord, soit en défense ou partie civile, c'est parfaitement possible. Recevoir des dons manuels, donc ça veut dire avoir des bénévoles. Recevoir des subventions, qu'elles soient d'État ou plus locales. Percevoir également des cotisations. Voilà. Donc du coup, ça vous octroie le droit d'obtenir des finances, ça vous donne une reconnaissance judiciaire, d'accord, en étant ester en justice, et ça vous donne une reconnaissance d'État. Voilà les droits, les principaux droits de l'association déclarée aujourd'hui en France. Alors, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Très exactement, on dit ester en justice en bon français. Exact. Exact. Alors, je vais prendre une question qui avait été posée aussi par ce bon vieux LG. Une association peut prendre des stagiaires, point d'interrogation. Si oui, quelles sont les formalités, point d'interrogation? Alors, les formalités pour une association qui souhaite prendre des stagiaires sont au même titre que le privé. Donc ça, là-dessus, j'ai pas de souci, je suis très à l'aise, c'est mon quotidien. Alors, il faut savoir que si vous excédez un stage d'une durée de 2 mois et 1 jour, vous devez rémunérer le stagiaire au titre d'une gratification. Donc, c'est à peu près 500 et quelques euros de mémoire brute, avant les charges patronales. Donc ça, faites-y très attention. Ensuite, stagiaire, du coup, vous êtes juridiquement et pénalement responsable du stagiaire. J'insiste beaucoup là-dessus parce que du coup, il y a un cadre très strict. Vous ne pourrez pas faire la même chose avec un stagiaire de moins de 16 ans et mineur même qu'avec un stagiaire qui a 18 ans. Puisque les règles de protection des mineurs sont très draconiennes et les sanctions sont extrêmement lourdes. Mais à côté de ça, vous êtes parfaitement en droit de prendre un stagiaire. Par contre, si stagiaire vous prenez, là je vais aller très loin dans ma réponse, vous devez obligatoirement financer, investir dans un registre du personnel, puisque le Code du travail de droit privé impose les entreprises et les associations par extension à tenir ce registre dès l'instant où il y a un salarié ou un stagiaire. Les stagiaires sont à inclure dessus. Autre chose, vous êtes responsable du stagiaire. Donc ça veut dire que s'il se blesse durant ses activités et la plage de présence sur laquelle il est dans votre association, c'est vous qui êtes responsable. Ça veut dire déclaration d'accident du travail. Ça peut aussi être du coup une cotisation qu'on appelle le taux d'accident du travail et des maladies professionnelles. C'est un pourcentage qu'on applique sur les cotisations patronales liées à la sécurité des salariés. Plus le taux est élevé, plus vous payez. Et ça englobe tout un secteur. Je sais que, par exemple, il y a des secteurs, notamment sur l'industrie, le taux cette année est monté. Il y en a qui ont pris presque un peu plus d'1%, ce qui est énorme. Donc faites attention à tout ça, soyez très prudents. Vous pouvez en prendre, mais par contre, soyez très sérieux là-dessus parce que la loi ne vous pardonnera pas. On ne touche pas aux stagiaires. C'est comme le contrat d'apprentissage. Ce sont les 2 statuts professionnels les plus protégés de France. Donc, si question plus poussée il y a, parce que c'est un projet que vous avez, je vous invite vivement à vous rapprocher du pôle conférence pour qu'on puisse vous accompagner afin que vous ne soyez pas pénalisé juridiquement et financièrement parlant. Alors, on a une autre question qui est aussi intéressante par rapport aux droits légaux d'une association. Une association peut ouvrir un cybercafé ou une cyberbase, point d'interrogation? Bien sûr, bien sûr. Ça reste des activités d'extension de votre association. Dès l'instant où on ne parle pas de marge commerciale sur la prestation de service. Parce que
vous ne devez pas faire de bénéfices propres, financiers, que vous redistribuez entre les individus. Mais vous êtes en droit d'ouvrir un cybercafé ou une cyberbase. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, Lionel, que la FFJV d'ailleurs propose un label pour les clubs e-sportifs qui sont dotés de locaux, pour le gage de qualité des locaux. Alors, vous pouvez effectivement revenir vers la FFJV pour être conseillé et labellisé à ce sujet. Ensuite, effectivement, sur la création d'un cybercafé, c'est un peu comme une entreprise, hein. Ça va être l'association personne morale qui est la gestionnaire du lieu. Il y a beaucoup d'associations, alors hors e-sport, qui créent par exemple des cafés associatifs, ce genre de choses. Donc où c'est une association qui gère. En fait, c'est un peu le même principe. Là, la différence, si on est dans un modèle de cybercafé, ça va être qu'au lieu d'avoir des tables cosy et autres, vous allez avoir des ordinateurs, mais vous rentrez dans le même domaine, hein. Donc effectivement, vous avez la possibilité d'avoir un cybercafé. Et après, on revient sur la question qui était juste avant. Est-ce que ça sera quelque chose où il y aura que des bénévoles qui participeront? Est-ce que ce sera quelque chose où vous aurez des salariés, des stagiaires? Voilà, ça, c'est à vous de voir comment vous voulez faire le schmilblick. Alors, je te propose justement de continuer avec la question sur le guide de départ, parce que je sais que beaucoup de personnes se posaient la question, est-ce que la FFJV fournit un guide de départ de création d'association? Alors aujourd'hui, non, parce qu'on sait que si la FFJV déploie ce genre de choses, ça sera soit en appui, soit à la main du pôle conférence. Et aujourd'hui, humainement parlant, le pôle n'a pas les ressources nécessaires pour l'édition d'un tel guide. Bien que ce serait d'une richesse énorme, je vous l'accorde. Euh, Toutefois, voilà, ça pourrait être des thématiques qui pourraient être développées, mais plus loin dans le temps. Voilà. Là, aujourd'hui, le pôle conférence n'a que quelques mois d'existence. Il va avoir 4 mois concrètement, puisqu'on l'a officialisé au mois de janvier. Là, aujourd'hui, c'est des choses qu'on aimerait faire, mais on n'a pas les ressources humaines, on n'a pas le potentiel humain aujourd'hui pour mener à bien un projet d'une telle envergure. Donc aujourd'hui, non. Demain, sûrement, oui, peut-être. Mhm. Toutefois, je complète ma réponse. Dans le cadre du partenariat qu'il existe entre l'association DI et la FFJV, on travaille actuellement à une méthodologie d'accompagnement sur le terrain des associations avec une mise en place d'un diagnostic et des conseils de gestion et de management auprès des présidents d'associations. Donc, c'est des choses qui vont arriver par la suite. On est en train de penser tout ça, on est en train de tester tout ça aussi sur un échantillonnage assez petit pour mesurer la fiabilité et le temps que ça pourrait prendre. Mais voilà, ce sont tout un tas de solutions qui, in fine, pourraient être proposées. Super. Et par rapport au guide, justement, il y a aussi la question du guide de fonctionnement du bureau. Alors, je vais vous donner du coup la même réponse que tout à l'heure. Aujourd'hui, on n'a pas les ressources nécessaires pour élaborer ce guide-là. Toutefois, je vous fais la pub. La prochaine conférence qu'il y aura se tiendra fin avril et on traitera de la création de l'association et on abordera notamment le fonctionnement du bureau et la fonction des membres du bureau de l'association. Donc, si vous êtes affilié FFJV, vous pourrez participer à cette conférence. Sinon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, il faut vous affilier. Alors, on avait justement aussi la question, bon, ça a été un peu abordé, hein, mais du local commercial et Mhm. surtout de l'aide de la commune, de la ville où se trouve l'association. Alors, déjà, notion importante, attention avec la notion de commercial. Le fait de parler de commercial, on parle de bénéfices financiers. C'est parfaitement illégal pour les associations régies par la loi 1901. Vous ne devez pas constituer un partage de bénéfices sous le format d'une entreprise de droit privé. Je le dis depuis tout à l'heure, mais je le répète parce que c'est quelque chose de très très important. Toutefois, une association déclarée peut acquérir des locaux. J'ai d'ailleurs fait l'allusion tout à l'heure sur une question un peu plus haut, un peu plus tôt, pardon, sous son nom propre.
que ce soit en location ou en ayant accès à la propriété, en faisant en sorte que l'association soit détentrice propriétaire des locaux, au même titre que vous pouvez être propriétaire, vous, en particulier, d'une maison. Les communes aussi peuvent aider les associations sur l'acquisition des locaux, que ce soit par le biais de subventions ou encore par le prêt de locaux qui appartiennent à la commune et qui est mis à disposition des associations. Généralement, dans les communes, ça s'appelle la maison des associations. Ils ne sont pas foulés pour le nom, mais au moins c'est très représentatif. Voilà. Bon, là-dessus, il y a quand même une inégalité puisque si vous êtes dans le centre du petit village du département avec 150 habitants et un habitant tous les 2 kilomètres, vous n'aurez pas les mêmes privilèges que ceux qui sont en région parisienne ou près des grosses agglomérations ou à forte activité économique. Bien Alors évidemment. dans les petits, villages, vous pouvez aller voir la communauté de communes, qui Exactement. généralement, voilà, c'est, un regroupement de plusieurs communes et normalement vous avez soit une maison, des associations ou une maison multi-associative ou alors vous aurez normalement au moins un lieu, communal qui peut être, utilisé. Et d'ailleurs, je rebondis aussi là-dessus, c'est des lieux qui peuvent être utilisés, comme boîte aux lettres si jamais vous avez besoin d'une boîte aux lettres neutre ou des lieux qui peuvent être utilisés comme lieu de stockage, ou autre. Moi, je connais, là où je suis, il y a des associations, par exemple, qui, ont un lieu, où ils peuvent stocker tout leur matériel. Donc c'est dans une maison des associations et en fait, ils ont juste, 10 m², ils stockent tout leur matériel. Donc ça peut aussi être utile, si vous avez des besoins de stocker votre matériel et de venir chercher et cetera, c'est des lieux qui peuvent être intéressants aussi. Et oui, tu as parfaitement raison, Lionel, sur ce que tu dis. Il existe tout un tas de dispositifs qui sont soit cofinancés ou financés en intégralité par les départements et les régions pour justement ces petits villages et ces petites communes afin qu'elles aussi puissent bénéficier de ce pied d'égalité par rapport aux agglomérations plus importantes. Alors, ben, je te propose qu'on continue. Il y avait aussi, ben, évidemment la question, de la banque. Quelle banque choisir? Une banque, Oula, habituelle ou une banque en ligne? Que oula, dois-je faire voilà, avec c'est la ma banque? réponse. Non, je rigole. Alors, quelle banque choisir? Ah, ah, dur dilemme. Déjà, à titre privé, c'est très compliqué. Alors, pour une association, je ne vous explique pas. Non, je plaisante, c'est très simple. Vous avez deux types de banques aujourd'hui. Les banques traditionnelles avec une agence, des gens, un guichet, etc. etc. Puis vous avez, on est en plein boom, les banques en ligne. Nickel, Boursorama, etc. etc. Donc, le compte bancaire, dans la définition légale, aussi appelé compte dépôt à vue, est un instrument comptable sur lequel est inscrit l'ensemble des opérations effectuées entre la banque et son client. Ça veut dire quoi? Le propriétaire du compte peut recevoir des paiements et effectuer des opérations par le biais d'une carte bancaire, de virement ou encore par le biais de chèques. À titre de conseil, pour les associations, je vous déconseille le chèque. Puisque pour la gestion comptable, ça peut être plus compliqué, parce que ça demande un référencement très pointilleux. Et je fais la prévention de suite. Ce que je viens de vous expliquer là, ce n'est pas le cas avec PayPal. Oubliez PayPal. Pourquoi? Parce que PayPal ne propose pas le paiement de votre compte par le biais d'une carte bancaire, d'un virement ou encore par le biais de chèques. PayPal ne propose aucun de ces services-là. Il propose juste de faire transiter votre argent sur sa plateforme pour aller ailleurs. C'est ça PayPal aujourd'hui. Donc, n'utilisez pas PayPal pour le suivi de votre comptabilité. J'insiste vraiment lourdement là-dessus. Ceux qui étaient là à la conférence du mois dernier en ont beaucoup mangé aussi. N'utilisez pas PayPal pour ce genre de choses. Comme facilité de paiement parce que ça arrange les gens, oui, mais rattachez ça à un compte et utilisez le compte pour vos transactions. Très important. En conclusion, de par la définition du coup de ce qu'est un compte bancaire, une association peut du coup légalement ouvrir un compte en ligne ou un compte dans une banque plus traditionnelle. Si je prends le cas de mon association, par exemple, j'ai un compte à la Caisse d'épargne et j'ai un compte sur Conto, qui est une banque en ligne. Voilà. Non, j'ai pas un compte sur Conto, j'en ai plusieurs. Et enfin voilà, j'ai les deux. J'ai les deux et je rentre dans la définition du compte bancaire au sens général du terme pour les deux options. Donc vous pouvez très bien utiliser les deux. Je précise toutefois
que si paiement par PayPal il y a, que ce soit pour la prestation de service ou autre, et que ce soit la plateforme principale, vous êtes dans l'illégalité la plus totale. Voilà, je m'en tiendrai qu'à ça, puisque ce n'est pas une banque. PayPal n'est pas une banque. J'insiste lourdement là-dessus parce que c'est très répandu sur le secteur. Et à titre d'ambition personnelle, il faut que ça cesse. PayPal n'est pas un compte bancaire. Ne payez pas avec PayPal. Facilitez vos transactions, mais n'en faites pas un moyen de paiement exclusif. Ne faites pas un suivi d'opération de trésorerie avec ça. Alors moi, personnellement, je ne fais pas la pub, mais sur la question de la banque, je conseillerais, vous avez le Crédit Mutuel qui, techniquement, est la banque préférée des associations. Voilà, donc c'est si vous aviez une banque, voilà, peut-être le Crédit Mutuel, mais en tout cas, effectivement, ne pensez pas à PayPal. Alors, on avait aussi justement la question sur les statuts. On a eu beaucoup de personnes qui se posaient, est-ce qu'il y a des exemples de statuts en fonction des différentes activités au final de notre association? Alors, oui, il y a différents statuts, bien sûr. Bien sûr. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement. Donc, pour les statuts, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, puisque vous devez obligatoirement respecter l'article 11 avec le petit listing que j'ai commencé à vous énumérer tout à l'heure. Mais vous devez quand même, et ça c'est important, respecter les lois et les valeurs de la République. Faute de quoi, vos statuts ne seront pas applicables et ne seront pas reconnus. Donc de là, vous ne serez plus ou pas association déclarée. Il y a plusieurs modèles sur Internet. Toutefois, sur la conférence d'avril, vu qu'on abordera la création d'associations, on abordera forcément les statuts. Donc, je vous invite à venir, puisque en fonction de comment on va penser la prochaine conférence, il n'est pas impossible qu'on puisse vous proposer un modèle de statut. Cela étant, les statuts, ça reste quelque chose de personnel, au sens associatif du terme. Pourquoi? Parce que c'est votre mode de fonctionnement, ce sont vos règles, ce sont vos valeurs, ce sont ce pourquoi vous voulez fonder l'association. Donc, c'est quelque chose que vous devez penser dans le détail. Pourquoi? Parce que s'il y a un litige, s'il y a un problème au sein de l'association, c'est la première chose qu'on va regarder. Et s'il y a la moindre source d'interprétation, c'est pas bon. Ne laissez aucune place à l'interprétation dans vos statuts d'association. Pensez à toutes les éventualités. C'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps. Je sais que les premiers statuts que on a écrits avec mon vice-président, ça nous a pris presque un mois. Et là, vous voyez, on est encore en train de les reprendre parce qu'on s'est aperçu qu'il manquait des choses. Donc, ça demande du temps, ça demande beaucoup de réflexions, beaucoup d'énergie, mais c'est quelque chose que vous devez faire avec sérieux et sur lequel vous devez vraiment investir du temps. Et là, je parle bien d'investir du temps parce que du coup, s'ils sont bien montés dès le départ, vous n'avez plus besoin d'y toucher et après, ça roule tout seul. Voilà. Mais pour plus de détails sur les statuts, je vous invite vraiment à venir à la prochaine conférence qui se tiendra fin avril. Alors, avant qu'on passe juste au point suivant, je rebondis sur le point précédent, sur la question de la banque, puisque effectivement, ça a été mis, enfin la question a été posée dans le chat, mais la FFG est partenaire de la banque CIC. Et effectivement, alors je vous répondrai pas là maintenant, puisque pour information, on est justement en train de discuter avec eux sur les partenariats possibles. Mais effectivement, l'objectif, c'est aussi qu'il y ait des avantages s'il y a des banques, s'il y a des associations qui rejoignent la banque CIC avec la FFG. Mais c'est un point sans doute qu'on abordera une prochaine fois, justement, pour vous donner plus de détails là-dessus. Moi, je vous propose de continuer avec cette partie où il y avait pas mal de questions aussi sur le chat, qui est la question justement des partenaires et des sponsors. Comment trouver des partenaires, des sponsors, comment les intéresser, etc. Alors, déjà, avant de parler d'aller les voir et de savoir comment les captiver, dans un premier temps, je vous recommande vivement de cibler l'objet, la finalité de ce que vous voulez. Ok, je veux un partenariat ou je veux un sponsor. Pourquoi faire? Qu'est-ce que j'attends comme financement? Pour financer quoi? À quoi il va servir? Comment je le pense? Comment je le construis?
vraiment construire une stratégie, un plan stratégique sur ce projet-là. Une fois que ça c'est monté, ficelé, que vous le maîtrisez, que vous le connaissez par cœur, quand je dis par cœur, c'est vous n'avez pas besoin d'ouvrir le dossier pour en parler. Là, vous pouvez commencer à aller chercher vos partenaires et vos sponsors. Mais si vous ne faites pas ça en amont, vous allez vous griller à 100%. Clairement. Après, c'est vrai, c'est une réalité. Dans notre secteur, il est d'usage, même de tradition, j'ai envie de dire, d'avoir recours au partenariat aux sponsors. Ce qui permet du coup de travailler conjointement avec une autre entité sur un objectif commun. Si vous souhaitez obtenir davantage de fonds, et là, du coup, je vais dissocier le partenariat du sponsor. On parle de sponsoring, ce qui est le plus approprié aujourd'hui. Et là encore, je vous donne une recommandation. Allez-y avec la plus grande prudence et le plus grand sérieux. Il est important que vous cibliez vos sponsors et pas que vous fassiez du démarchage à la chaîne. Pourquoi? Parce que du coup, ça va être du par cœur, ça va sentir sur la prise de contact et vous allez perdre toute crédibilité et vous aurez personne. Voilà, donc le but, c'est pas de rentrer dans l'usinage, si vraiment je dois synthétiser cette longue phrase. Par contre, vous devez aussi, en amont, vous renseigner sur le sponsor. Qu'est-ce qu'il fait? Depuis combien de temps il existe? Renseignez-vous sur son histoire aussi un peu, pour montrer vraiment votre motivation, votre intérêt, votre volonté de vouloir travailler avec lui. Déjà, ça va rassurer. Et puis, vous allez aussi le flatter un peu, très clairement, parce que sponsor, c'est généralement des entreprises privées. Et ils aiment bien qu'on les flatte un peu en disant que ce sont les meilleurs boîtes du monde parce qu'on a pris le temps de regarder un peu. Une fois que vous avez fait votre ciblage, vous montez un dossier complet, papier, et un dossier numérique de synthèse qui facilitera l'envoi du coup sur les prises de contact par mail ou pour resynthétiser lorsque vous avez un rendez-vous. Et enfin, et ça je crois que c'est le plus important, le savoir-être. Soyez vigilants là-dessus. Ça passe par votre discours, votre langage et votre posture. Soyez professionnel, soyez courtois, ayez un langage adapté à votre interlocuteur. Pour le faire simple, vous ne parlez pas à un représentant partenarial et sponsoring au même titre que vous vous adressez à vos joueurs. Quand vous y allez, vous êtes président d'association pur et dur. Vous représentez une entité qui n'est pas rien. Quand vous discutez avec vos joueurs, c'est plus soft puisque c'est communautaire. Il y a une différence entre les deux. Et ça, c'est commun, c'est partout, ce n'est pas spécifique à nous, ça existe depuis la nuit des temps. Donc soyez extrêmement vigilants là-dessus parce que du coup, ça va aussi rassurer votre interlocuteur. Pourquoi ça va le rassurer? Parce qu'il sait que de par votre attitude, vous allez dégager quelque chose de concret, de sérieux, de fiable. Et en dehors, enfin, en appui de son soutien financier, vous allez aussi indirectement représenter son image. C'est le plus souvent la contrepartie. C'est je vous donne des sous et vous m'affichez une banderole, vous me mettez mon logo sur votre site internet. Le plus souvent, c'est ça. Donc, si vous n'êtes pas crédible, si vous êtes cool Raoul, un peu trop, vous avez un langage grossier, vulgaire, pas professionnel, inadapté, manque de sérieux dans la préparation, je vous garantis que vous aurez personne parce que du coup, c'est aussi ça qui va impacter l'image de votre potentiel sponsor. Donc, ficelez bien le truc, potassez-le en amont, c'est du boulot. Je vous le dis, c'est du boulot, mais c'est nécessaire. Si vous voulez que ça prenne, c'est nécessaire. Voilà. Je ne peux pas être plus direct et plus court sur cette question. Alors, on avait une question juste avant que je la prenne. Moi, je rebondis juste là-dessus. J'inviterais les gens, quand vous recherchez un partenaire ou un sponsor et que vous recherchez surtout de l'argent, de bien faire attention au montant que vous allez demander et surtout aussi faire attention à, comme tu l'as dit, à la crédibilité, puisque parfois il y a des gens qui vont aller proposer des contrats de sponsoring pour 500 000 euros et il faut savoir qu'il y a des entreprises en fait ne regardent même pas des dossiers en dessous d'une certaine somme. Donc quand vous allez démarcher des entreprises, faites aussi attention justement à quelle est l'entreprise, regardez peut-être quels sont déjà les projets qui ont été sponsorisés, quels ont été les montants, puisque moi je discute avec des gens
qui me disent ouais, j'ai demandé 2000, 3000 euros et en fait, j'ai appris qu'on n'avait même pas ouvert mon dossier parce que pour eux, 2000 ou 3000 euros, ça vaut même pas le coup de regarder. Donc, il faut aussi que vous ayez ça en tête en vous disant quel est le montant que je vais demander. Et dites-vous que ben, quand vous cherchez du sponsoring, en vrai, ne pensez pas au montant le plus bas, mais dites-vous bien quel est le montant qui me rend le plus crédible. Et parfois, un montant qui vous rend crédible et qui vous rapportera quelque chose, c'est peut-être de demander 5 000, 10 000 euros au lieu des 1 000 ou 2 000 euros que vous aviez pensé au début. Alors, on a une question de. Et je vais vous donner même un Oui, cas concret sur ce que je vous exposais, notamment sur le sérieux et tout ça. Il y a quelques temps de ça, sur un poste précédent que celui que j'occupe à titre professionnel aujourd'hui, j'ai été contacté par téléphone par une association locale, rien à voir avec notre secteur à nous, hein, mais une association locale de motocross, si ma mémoire est bonne. Et le contact était dans l'optique d'obtenir des financements par le biais d'un sponsoring. Donc moi, étant président d'association, je ne suis pas resté insensible, bien évidemment. Par contre, j'ai poussé le vice. J'ai demandé à ce jeune de m'envoyer dans la seconde, par mail, un dossier de présentation de son association, de son projet. Et j'ai bien parlé d'un dossier. J'ai eu le mail, effectivement, mais le dossier, c'était dans le corps du mail. Inintéressant, il n'a pas entendu ce que j'ai dit, pas structuré, pas coordonné, et dans la lecture, ça s'est vu tout de suite. On voit que ça a été fait à la va-vite. Donc, du coup, je n'ai pas travaillé avec cette association-là. Enfin, on n'a pas travaillé parce que moi, de mon regard de président d'association, à aucun moment, j'aurais envoyé mon dossier dans cet état-là. J'aurais envoyé un fichier en pièce jointe, bien structuré, bien coordonné, avec une mise en forme, etc., bien cadré, bien structuré. Là, ce n'était pas du tout le cas. Du coup, ça ne s'est pas fait. D'où l'importance de structurer concrètement ce que vous faites et comment vous voulez le faire. Voilà. C'était pour bien imaginer mes propos, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. alors on avait une question de NTHX Esports qui demandait comment rédiger un contrat de sponsoring. Bon, comment ça fonctionne, je pense que ça a été répondu, mais le contrat de sponsoring, comment le rédiger? Est-ce que tu as un conseil sur la rédaction, peut-être les points essentiels à mettre dedans? Alors, le plus souvent déjà, sont 99% des cas les entreprises qui le font, parce que ça reste juridique. C'est un engagement, tant pour vous que pour l'association, que l'entreprise, premièrement. Ensuite, avant de parler contrat, vous allez avoir des heures, je dis bien des heures de négociation pour savoir quel montant, est-ce que vraiment on peut, est-ce que c'est vraiment utile, et en contrepartie, du coup, qu'est-ce que vous faites, comment vous allez le faire, quelles contraintes vous aurez par rapport à ça, etc., etc. Donc déjà, ça va être tout ça en amont. Et puis ensuite, il va y avoir la rédaction du contrat. Et ça, généralement, c'est votre sponsor qui va le faire, puisque ce sera forcément le secteur privé. Et là-dessus, ils sont très, très, très vigilants, puisque ce sont des sous. Et on ne plaisante pas avec l'argent. Déjà dans les associations, mais encore moins dans le secteur privé, ça, je peux vous le dire. Donc, voilà. Par contre, prenez le temps de lire l'entièreté du contrat de sponsoring. Sinon, vous risquez de vous faire enfler. Je ne dis pas que toutes les entreprises privées sont des salauds, bien au contraire. Mais voilà, peut-être avec une virgule ou une tournure de phrase, ça peut changer toute la donne sur le plan juridique. Donc soyez vigilants, prenez le temps de bien lire. Soyez toujours vigilants et n'hésitez pas justement peut-être à revenir auprès de la FFJV si vous avez des questions sur vos contrats. Alors, on a une question super intéressante de je ne sais pas qui demandait: «Mais comment faire pour intégrer un pôle à la FFJV?» Ah, très bonne question, très très bonne question. Alors, à la FFJV, il existe aujourd'hui 3 pôles. Le pôle événementiel, qui est pour l'heure géré par le CODIR sous l'autorité de Tristan, qui est le président de la FFJV. Vous avez le pôle e-sport, qui lui est coordonné par Ripley de l'association APE. Et vous avez le pôle conférence qui vous présente cette FAQ ce soir et dont je suis le référent. Donc concrètement, c'est moi qui coordonne l'ensemble des activités, même si on a un très beau travail d'équipe, je trouve. Donc voilà, donc pour intégrer l'un de ces pôles, en fonction de là où va ta préférence,
tu vas voir soit Tristan, le président, soit tu vas voir Ripley pour le pôle e-sport, ou tu viens me voir pour le pôle conférence. Voilà. Mais sachez que les 3 pôles ont cruellement aujourd'hui besoin de bras pour garantir plus de stabilité dans leur fonctionnement. Je ne sais pas pour les autres pôles, même si je sais que le pôle e-sport a ici beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire et il manque cruellement de monde. Pour le pôle conférence, aujourd'hui, nous sommes 4. Et pour la préparation de la première conférence du mois dernier, ça nous a nécessité à chacun un peu plus de 20 heures de travail pour une conférence de 2 heures. Donc oui, aujourd'hui, l'ensemble des pôles ont besoin de gens. Donc si vous avez envie de rejoindre les pôles, n'hésitez pas à le faire. Vraiment, n'hésitez pas à le faire. Parce que déjà, vous allez forcément apprendre à évoluer. Ça, je crois que c'est l'une des plus belles richesses qu'on peut vous apporter. Et puis, de là, ça nous permettra aussi de dégager du temps, notamment pour les référents, à la réflexion du développement de chacun de nos pôles, et aussi de dégager du temps pour nos associations, parce qu'elles ont aussi besoin de nous. Mmh. Alors je reprends juste une question qui concerne le sujet d'avant, toujours de NTHX Export, c'est comment montrer à une entreprise, en fait, qu'on, peut lui apporter, quelque chose? Alors moi, j'ai répondu dans le chat très rapidement, mais, c'est, n'hésitez pas vraiment à travailler, comme dit, sur, quelle est la valeur ajoutée, en fait, de votre association? Qu'est-ce qui vous distingue? Et surtout de travailler aussi, quelle est votre capacité de visibilité? Là, de ce que je comprends NTHX, votre association, elle a l'air d'être récente. Moi, je vois souvent des associations récentes, en fait, qui vont, créer un événement ou qui créent, quelque chose, en tout cas, où ils arrivent à avoir énormément de personnes parce que justement, ils arrivent à montrer, on va faire quelque chose et je rebondis sur ce que je disais avant, hein. C'est effectivement, j'ai vu des structures, qui se disent: «Bah, nous, on va proposer quelque chose et on va faire un truc à 100 000, 200 000 €, et ce sera vraiment quelque chose d'énorme» et quand tu proposes quelque chose d'énorme, en fait, les gens te suivent. Hem, donc si tu veux montrer soit, en fait, vous êtes capable de montrer que vous existez depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans et en fait, que vous avez un impact, que vous êtes intégré, si tu veux, dans l'écosystème à peu près de votre zone et dans ce cas-là, bah, c'est normal de travailler avec vous parce que vous êtes, les gens qui tiennent la baraque, on va dire. Ou alors effectivement, tu es quelqu'un de récent et tu vas te lancer dans quelque chose et montrer vraiment que tu as la capacité de faire quelque chose qui est assez important. Et là, tu peux avoir aussi des sponsors qui vont vous suivre parce que ils vont se dire: «Ah tiens, cette structure-là, elle propose, quelque chose d'innovant, quelque chose où, elle peut toucher du monde et moi ça m'intéresse parce que, moi, on a les mêmes valeurs» ou je sais pas quoi et ça peut me permettre de toucher, 10 000, 20 000, 50 000 personnes ou 1000 personnes, je sais pas, hein. Mais, voilà, donc il faut penser en fait à votre valeur ajoutée, aux valeurs de l'association, aux valeurs des personnes qui sont dans l'association, quel est l'impact que vous voulez avoir. Et là, vous pouvez effectivement monter des choses, même si vous êtes récent, hein. Et je vais aller plus loin que ce que tu viens de dire, Lionel, qui était très intéressant. C'est aussi l'approche que vous allez avoir. La prise de contact, c'est aussi beaucoup de dialogue. Donc, jouez avec les mots. Apprenez à jouer avec les mots. Je vais vous donner un cas concret. Mon premier poste sur le secteur e-sportif, ça a été responsable RH pour une association non déclarée. Au bout de 3 mois, parce que pour la gestion de l'effectif, j'avais pris une plateforme de gestion RH, pure et dure, hein, une vraie. Et lors d'un échange avec, avec la commerciale de la plateforme, je rentre un peu plus dans le détail en présentant l'entité. Très emballé, mais j'étais vraiment très succinct, hein. J'ai surtout mis en avant ce qui est sorti il y a quelques années de ça, la stratégie sur les 3 prochaines années, 4 prochaines années de l'État sur notre secteur. Très emballé, du coup, ça m'a valu un échange avec une attachée du service partenarial. Où là, clairement, j'ai pas inventé, j'ai relaté les faits, mais en jouant avec les mots. Pourquoi en jouant avec les mots? Parce que du coup, l'humain, de par sa nature, interprète. Naturellement, on interprète.
tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on ressent, c'est interprété. Vous l'interprétez pour vous, et quand ça se répercute sur vous, vous l'interprétez. Et j'ai tout joué là-dessus. Tout a joué là-dessus. Ce qui fait que, donc je vous dis ça, prise de contact septembre. En décembre, on était en passe. Alors je dis bien en passe parce que pour raison personnelle, les fondateurs ont dû mettre en pause le projet. Mais on était en passe de signer ce partenariat. Mmh. Pourquoi? Parce que dans l'approche, dans la prise de contact, dans l'échange en lui-même, je suis resté professionnel. J'ai joué avec les mots, puisque c'est aussi ça, hein, la négociation. Jouer avec les mots pour jouer sur les interprétations. Et j'ai été concret dans ce que j'ai dit. Je me suis appuyé sur des faits. Et c'est ça que vous devez mettre en pratique aujourd'hui si vous voulez que vos demandes de sponsoring et partenariat fonctionnent. Sinon, ça ne prendra jamais. Ça, je vous le dis tout de suite. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour, de cette, partie. Je te propose Oui. d'aller sur un sujet justement ici qui a été, dans le chat, certains ont posé la question. On se demande toujours: «Est-ce qu'une association e-sport, c'est un club e-sport?» Alors, la question est très intéressante aussi. Dans les questions qu'on nous a remontées en amont de la FAQ et les questions que vous nous faites remonter là ce soir, elles sont toutes très très intéressantes. Donc non, clairement non, une association e-sportive n'est pas obligatoirement un club e-sportif. Ce qui va définir si c'est un club e-sportif ou pas, ce sont entre autres vos statuts. Si je prends par exemple l'ADI, mon association, je vous ai dit, on est spécialisé sur les thématiques sociales et légales de notre secteur. Cela étant, aux yeux de l'État, on est reconnu comme on est reconnu association e-sportive. Pourtant, et c'est juste parce qu'on a la notion de e-sport, hein, très clairement là-dessus, ils ne s'emmerdent pas les gars. Pourtant, on est, je crois, aujourd'hui, la seule association de France à ne disposer ni d'équipe de joueurs et à n'être organisatrice d'aucune compétition. Donc, l'ADI, par déduction, n'est pas un club e-sportif puisqu'elle ne dispose pas d'équipe de jeu. Par contre, et ça doit être la majorité, je pense, de vos associations, vous avez au moins un roster sur un jeu. Donc là, vous êtes déjà plus dans le club e-sportif puisque vous avez des joueurs, des gens qui jouent, au même titre que vous avez des joueurs de football dans les clubs de foot. Donc, ce qui va faire la différence entre les deux, c'est est-ce que vous avez vos équipes de jeu ou est-ce que vous êtes organisatrice d'événements compétitifs, même si là, vous êtes davantage sur l'événementiel que sur club, ou pas. De manière logique, c'est ça. Donc, la majorité d'entre vous, je pense, avaient au moins une équipe. Vous êtes des clubs. La DI n'en a pas, c'est une association. Même si le club reste une association, mais c'est une dénomination un peu plus ciblée. Mmh. OK. Alors, moi, je te propose de continuer. Alors, il y en a beaucoup aussi qui se demandent quelles sont, les démarches qu'on peut faire auprès d'une mairie, pour leur proposer des activités de sensibilisation dans le domaine du jeu vidéo. Alors là, je vais vous donner la même réponse que le partenariat et sponsoring dans la démarche. Vous faites exactement la même chose. Vous pensez le truc, vous montez le dossier, vous montez le plan financier, vous réfléchissez à votre approche. Comment je vais les contacter? Est-ce que je me présente? Est-ce que je les appelle en amont pour savoir comment il faut procéder? Etc. etc. Je travaille ma posture, je travaille mon langage non verbal, de par ma tenue, de par ma position, de par mon faciès, de par ma présentation physique. N'y allez pas en tongs, short, lunettes de soleil, pas rasé depuis une semaine et puis pas coiffé. Concrètement, c'est ça. Allez-y sans forcément sortir le smoking, hein, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, un jean, des chaussures propres, une chemise ou un t-shirt un peu habillé, votre dossier sous le bras, et allez-y. Mmh. Là, vous serez écouté. Et ça vaut aussi pour les mairies, hein. Il n'y a pas que le privé, hein. Mmh. Parce que du coup, si vous vous présentez mal et puis que la mairie vous soutient, c'est l'image du maire en cours de mandat qui est aussi impactée. Et comme c'est de la politique, ce qui leur importe, c'est les électeurs. Mmh. Voilà.
Alors moi, je rebondis juste sur la question, puisqu'avec mon association, en fait, on fait justement ce genre de choses. On organise énormément de sensibilisation. Pour ceux que ça intéresserait de le faire, ben, moi, je vous invite à justement vous lancer sur tout ce qui va être sensibilisation sur les jeux vidéo, le numérique, peut-être aussi tout ce qui va toucher au métier du jeu vidéo et de l'e-sport. C'est vraiment des choses qui commencent à intéresser les municipalités. Et alors, petit conseil, peut-être adressez-vous à ce qu'on appelle les services animation jeunesse. Normalement, vous avez des services animation jeunesse, donc c'est des entités gérées par la collectivité qui sont là pour animer les 10-17 ans, un truc comme ça, au niveau de la ville. Et vous avez aussi les centres socioculturels qui peuvent être des structures en fait, qui peuvent être très intéressées par ça. Nous, on travaille avec. Hein. Donc, on fait régulièrement des animations et ce sont des lieux où vous pourrez proposer vos activités. Et d'ailleurs, vous pourrez aussi proposer vos activités sous forme de prestations, ce qui vous permettra aussi d'engranger de l'argent. Et ça permet aussi de se rapprocher justement de la mairie, de montrer qu'on fait des choses. Et voilà, tout est bien. Et tu Et voulais du coup, rajouter quelque chose? tu as devancé un peu ma réponse, puisque j'allais vous dire, une fois que tout ça est prêt, rapprochez-vous de l'élu en charge de la culture, de la jeunesse et des sports de votre commune, afin que vous puissiez lui présenter votre projet complet. Et je rajouterai peut-être quelque chose. Pour tout ce qui est sensibilisation, il me semble que la FFJV, étant ambassadrice de pédagogie, peut aussi accompagner les associations qui souhaitent faire davantage de sensibilisation sur le jeu vidéo. Oui, alors rapidement, Pédagogia, en fait, c'est une structure qui, au niveau national, représente un petit peu le système PEGI, donc Pan-European Game Information. Hein, c'est les petits logos que vous avez là sur les jeux vidéo, à ne pas confondre avec les logos que vous avez sur les télés, enfin dans les émissions télé. Et donc qui fait de la prévention et autres. Et donc la Fédération française de jeux vidéo est ambassadeur pédagogique, c'est-à-dire que elle peut intervenir, elle a accès euh, aux outils de pédagogie justement pour pouvoir proposer des choses. On a des membres de la FFJV qui ont déjà fait des interventions. Donc ça, c'est aussi un outil intéressant pour vos associations pour pouvoir déployer ce type de service. Et je pense que si on n'a pas de questions là-dessus, on peut passer à la dernière question de notre fac du soir. Avant-dernière, l'avant-dernière. L'avant-dernière, c'est peut-être celle que tu m'as envoyée, c'est ça? Ok. C'est ça. Donc la dernière question qui est l'utilisation de Yapla. Il y en a qui se posent des questions sur comment marche Yapla, comment puis-je utiliser Yapla? Alors, Yapla est un outil qui est à disposition des affiliés de la FFJV à titre gratuit. Donc, c'est principalement effectivement de la gestion de cotisation de la comptabilité. C'est un CRM, c'est un logiciel de gestion. Mais c'est pas que ça. Si, admettons, vous n'avez pas de subvention, vous n'avez pas de cotisation, vous ne recevez pas de dons, vous pouvez quand même l'utiliser pour la création d'un site web, pour des campagnes de mailing auprès de vos adhérents, pour la gestion de vos activités de manière plus générale. Donc, Yapla est accessible à toutes les associations affiliées à la FFJV qui se sont acquittées de leur cotisation d'affiliation. Alors, on n'a pas de questions sur ce sujet, enfin, je n'ai pas l'impression. Je vais rajouter la question que tu m'avais envoyée, si je ne m'abuse, donc qui sera la Oui. vraie dernière, qui va être quels sont les documents potentiels à avoir au cas où les adhérents doivent aller en compétition extérieure? Ton interrogation. Voilà. Et je crois que c'est l'une des questions les plus importantes de ce soir. Pourquoi? Parce que il est quand même important de préciser que le président d'association ou la personne qui était désignée comme personne physique et morale doivent être extrêmement prudents sur la gestion des déplacements de leurs membres lors des compétitions. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème, c'est la personne reconnue morale qui prend. Là-dessus, la loi est très claire. Donc, dans un premier temps, il vous faut une assurance responsabilité civile couvrant les accidents matériels et corporels, ainsi que les déplacements de tous vos adhérents, et pas juste des locaux de votre association. Si vous n'avez pas ça, déjà, vous vous tirez de balle dans le pied.
Pourquoi? Parce que ça va couvrir les dépenses médicales. Ça va couvrir les dépenses, je sais pas, vous avez un adhérent qui se déplace par ses propres moyens. Il a un accident de voiture. Bien évidemment, il aura son assurance voiture, mais c'est dans le cadre de l'association, donc vous allez devoir participer financièrement. Et c'est une protection pénale contre, enfin, si jamais c'est un adhérent mineur qui a un problème. Je m'explique. Pour les mineurs, il vous faut obligatoirement une autorisation parentale signée. Et ça, c'est d'abord obligatoire. Et ensuite, c'est par souci de prudence, pour protéger vos associations. Donc, je vous recommande de demander, par contre, la signature des deux parents, parce qu'on est au XXIe siècle, hein, on ne va pas se mentir. Le mariage pour une vie, c'est pas monnaie courante. Enfin, moins qu'avant, en tout cas. C'est moins dans les mœurs. Donc, je vous recommande d'avoir la signature des deux parents, même si l'enfant est séparé. Bon, sauf si le pauvre n'a plus qu'un de ses deux parents en vie, bien évidemment. Mais demandez toujours la signature des deux parents. Pourquoi? Parce que si la maman dit oui, et que le petit voit son papa un week-end par mois parce qu'il habite à 300 km, et que la compétition a lieu le week-end juste avant qu'il y aille, il se passe quelque chose. Le papa n'est pas au courant. Donc ça va être davantage la guerre entre papa et maman, et du coup, ça va se répercuter sur l'association. Donc, du coup, c'est vous qui êtes embêté. D'accord? Parce que concrètement, les deux parents n'auront pas exprimé leur plein pouvoir, leur pleine autorité parentale sur cette décision-là. Donc, c'est un litige. Qui dit litige dit argent, et argent, si pas d'assurance, vous fermez tout de suite. Et si vous êtes personne morale, il y a de fortes chances que vous fissiez vous passez un petit peu de temps à l'ombre. C'est pas impossible. Donc là-dessus, soyez très vigilants. Dans l'éventualité où les membres utiliseraient leur propre matériel, il est aussi impératif de faire signer une décharge qui vous dégage de toute responsabilité en cas de panne, de casse et de vol. Et soyez très explicite là-dessus. Pour l'événement du temps sur la compétition, je vous dis une bêtise, compétition Valorant, qui se déroulera à tel lieu, de telle heure à telle heure, l'association XY se décharge de toute responsabilité en cas de perte, de vol et de casse de l'équipement que le joueur aura emmené. Vous signez, il le signe, c'est daté, terminé, on n'en parle plus, vous êtes couvert. On ne peut pas vous attaquer pour ça. Et vous n'êtes pas redevable pour ça non plus. Et mettez bien la notion de trajet aussi, aller et retour. Parce que vous n'êtes pas à l'abri, enfin, il n'est pas à l'abri d'avoir un accident de voiture. Mmh. Il faut toujours tout bien. On est en France, hein, donc pensez toujours administratif avec. Faut plus vous avez d'informations sur votre document et plus vous êtes déchargé de tous les risques. Et je vais aller plus loin sur la notion de sécurité et se dégager de tout risque. Vous êtes malheureusement, enfin malheureusement sur les faits, éthiquement parlant, c'est une bonne chose, responsable de la sécurité de vos membres, même avec une assurance. Il est donc important que vous ayez sécurisé que vos joueurs majeurs, que toutes les personnes majeures qui se déplaceraient par leurs propres moyens, soient titulaires du permis de conduire, surtout s'ils utilisent un véhicule. Pourquoi? Parce que s'il se passe quelque chose, vous êtes indirectement responsable. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas anticipé le fait que le jeune potentiellement ait roulé sans permis. Parce que du coup, il s'est déplacé dans le cadre de ses activités associatives. Donc, il s'est déplacé pour vous. C'est comme quand vous allez... En fait, le principe est le même que si vous avez un accident pour aller travailler. C'est ce qu'on appelle un accident de trajet. C'est de la responsabilité de l'employeur. Pourquoi? Parce que, pour simplifier, vous n'auriez pas eu ce poste-là avec tant de routes à faire pour y aller. Vous n'auriez probablement, je dis bien probablement parce qu'on ne peut pas tout mesurer, pas eu cet accident. Là, c'est exactement la même chose. Valider l'hébergement aussi. N'hésitez pas à aller visiter les hôtels en amont ou à demander beaucoup de photos parce que du coup, vous êtes aussi responsable de l'hygiène et de la sécurité de vos bénévoles. Et là, pour le coup, même avec une décharge, ça passe pas en justice. Hein. Pourquoi? Parce que si le lieu est trop insalubre et qu'en plus c'est un mineur, vous mettez indirectement sa vie en danger. La loi l'entend comme ça.
vous ne respectez pas les valeurs humaines, enfin les besoins humains primaires, un lieu décent, des sanitaires, une douche dans un hôtel, vous ne respectez pas du coup les besoins primaires humains selon la loi, donc vous êtes responsable puisque c'est vous qui avez coordonné cette gestion-là. Donc là-dessus, c'est pareil, sécuriser, sécuriser, sécuriser. Le pôle le répétera très régulièrement, mais ne faites pas de zèle là-dessus, clairement. Allez au fond du truc, s'il faut, voilà, le joueur qui a 200 km et l'événement se passe sur votre siège social, allez visiter l'hôtel directement, validez que c'est bien sécurisé, que c'est bien propre, que c'est hygiénique, etc. Parce que si problème il y a, c'est vous qui allez prendre. Et je sais que dans 99% des associations, la personne physique et morale, c'est le président, voire son vice-président. Donc, si vous ne voulez pas avoir de problème et par extension ne pas faire de prison, parce qu'en fonction de la gravité de l'événement, vous pouvez aller jusqu'au pénal et avoir une sanction, la sanction d'aller en prison pendant un temps donné. Ne faites pas de zèle là-dessus, soyez très prudent, très vigilant, faites du suivi, coordonnez vos activités, le moindre doute, fouillez, venez voir le pôle conférence, il n'y a pas de souci. On vous apportera toujours une réponse, surtout si c'est urgent, parce que ça reste très, très proche par rapport à la date de l'événement. Donc voilà, ne faites pas de zèle là-dessus, soyez extrêmement vigilants. Je dis sur un ton grave avec beaucoup de sérieux, parce que ça peut briser des destins. Clairement, ça peut briser des destins. Voilà. Super. Bah écoute, on a fait le tour un petit peu de toutes les questions qui nous avaient été posées en amont. Bon, je regarde un petit peu dans le chat si on a des questions qui rebondissent en plus, mais pour l'instant, pas vraiment. Donc on arrive un petit peu à la fin de notre live. Moi, en tout cas, je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'au bout, les personnes évidemment qui ont posé des questions, qui ont réagi. Pour rebondir sur une question qui a été posée, le live sera évidemment toujours disponible en replay sur Twitch et j'essaierai de le mettre aussi en replay sur YouTube avec les timecodes, donc ce qui vous permettra aussi peut-être de pouvoir suivre et de voir par rapport à la question qui vous intéresse le plus tout de suite les réponses qui ont été données. Donc, moi, je vous remercie. Et alors, Mathieu, est-ce que tu as peut-être un petit mot de la fin pour ceux qui nous regardent? Alors, déjà, je tiens à remercier du coup l'ensemble des participants et aussi les représentants associatifs qui ont pris du temps en amont, bien en amont, pour nous envoyer leurs questions, ce qui nous a permis de bien préparer cette FAQ. J'espère que vous l'aurez jugé de qualité, parce que pour nous, c'est très important. C'est vraiment un point d'honneur. Je vais même aller plus loin que ça, c'est dans la charte de conduite du pôle. Parce que sur la première réunion, quand on a pensé le pôle, on a créé notre charte de conduite par le premier compte rendu. Donc, ça fait partie de nos axes, la démarche qualité, si je dois vraiment parler secteur privé. Donc, j'espère qu'on est rentré dans l'objectif. Non, APE, nous ne sommes pas formation, nous ne sommes pas organisme de formation. Nous sommes conférenciers. Oui, c'est le pôle conférence, hein, pas le pôle formation. Voilà. Attends, il y a des questions qui arrivent. Pouvons-nous mettre une prise pôle dans des événements online? Alors, je n'ai pas la réponse pour le coup, donc ça va nécessiter de creuser un peu. Alors, il faut savoir que sur les événements online, vous n'avez pas le droit de faire payer l'événement, puisque ça s'apparente à des jeux de hasard quand c'est du online. Donc, vous ne pouvez malheureusement pas faire payer. Par contre, en présentiel, ça, c'est toujours possible. Mais vous avez le droit de proposer des récompenses. Ça, c'est toujours possible. Mais alors, si je ne me trompe pas, normalement, vous devez faire en sorte que la récompense qui est proposée soit égale au prix d'entrée si vous faites un prix d'entrée. Enfin, vous devez tout reverser en tout cas en price pool et vous ne pouvez pas avoir le moindre argent pour vous. Donc là, on est sur la notion de bénéfice. Concrètement, c'est interdiction de faire des bénéfices. Si je dois résumer ce que tu viens de dire.
vous n'avez pas le droit, oui, d'avoir quelconque bénéfice sur le prix d'entrée, en tout cas. Mais cette question sera une question très intéressante, je pense, pour une prochaine fac, puisqu'en fait, il y a énormément, en fait, que ce soit en présentiel ou en virtuel, il y a des choses qui changent. Et donc, c'est assez intéressant pour ceux qui se posent la question. Ce serait un autre débat. Alors oui, justement, tu fais bien de parler de ça parce qu'on l'a dit sur la réunion de préparation et j'avais dit, je le dirais. On a eu la question sur les questions qu'on nous a fait parvenir en amont. Donc, n'ayant pas cette expertise-là sur le pôle proprement dit, on s'est rapproché de Ripley, qui est référent du pôle e-sportif. Et du coup, en fait, la question était mal ciblée, non pas dans le sens péjoratif du terme, mais trop large. Donc, on n'a pas pu la traiter ce soir puisqu'il nous manquait des précisions. J'avais lancé un appel sur le Discord, mais la personne concernée n'a pas réagi. Donc, j'invite cette personne-là ou les autres, si vous avez ce type de questionnement, à venir nous voir, mais soyez très précis dans vos questions, puisque du coup, en fonction de l'axe que vous choisissez, la règle ne sera pas forcément la même. Voilà. Je remercie aussi du coup la FFJV et notamment Ludo pour le fond du live qui a fait un boulot d'excellente qualité. Bravo à toi. Et puis, je remercie bien évidemment les membres du pôle conférence qui ont su, une fois encore, s'investir à plein régime sur cette première FAQ. J'ai vu un message de Bloom passer, je vais rebondir là-dessus. Oui, effectivement, on a besoin de bras au pôle conférence puisque la moindre question des autres pôles passe par nous, puisqu'on est le point central sur le plan légal de la FFJV, tant à titre consultatif que sur l'aspect plus opérationnel. Donc oui, aujourd'hui, on a besoin de bras. Et bon, déjà, je vous le dis, vous n'allez pas vous ennuyer. Et le pôle conférence, à mon sens, c'est une réelle source d'enrichissement, puisque les 4 membres qui la constituent aujourd'hui, on a chacun notre spécialité. On a Lionel, du coup, qui est spécialisé sur le volet légal de l'Alsace-Moselle, puisque c'est là que se situe son association. On a Bloom, qui est plus spécialisé sur l'aspect comptabilité, trésorerie, et moi, qui est sur l'aspect légal de manière très large, vision stratégique et plan stratégique des associations. Donc voilà, mais du coup, on mutualise et on travaille ensemble pour qu'on puisse déjà, nous, apprendre. Donc si vous voulez apprendre et que vous voulez vous investir sur l'un des pôles, le pôle conférence pourrait être tout à fait adapté. Donc, n'hésitez pas à venir. Les autres pôles ont aussi besoin de bras, donc n'hésitez pas à aller voir les référents pour qu'ils vous les présentent, savoir les attendus, comment ils vont travailler, etc. Puisque, le pôle e-sport, c'est APE Association, Ripley. Vous avez replay dans le chat, replay sur le Discord, donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions sur la partie e-sport. Et d'ailleurs, si vous voulez faire des retours sur le live de ce soir, n'hésitez pas à le partager sur le Discord de la FFJV. On se fera un plaisir. Merci encore une fois à toutes les personnes et évidemment au pôle conférence, aux membres de la FFJV qui ont participé. Et je tiens quand même à remercier la FFJV de la confiance presque aveugle qu'elle accorde à son pôle. C'est important de souligner quand même. La FFJV accorde une confiance presque aveugle, attention. Parce que le parfait n'existe pas. Ouais. Et donc, on se retrouve en fin avril pour la prochaine fac. Et on essaiera de traiter les questions que vous aurez envoyées. Voilà. Donc, et non, je te corrige, Lionel. Au mois d'avril, c'est une conférence sur la création d'associations. Et du coup, la prochaine FAQ se déroulera fin mai. Par contre, si vous avez des questions urgentes liées au développement de vos associations, n'hésitez pas à nous les faire parvenir pour qu'on puisse vous répondre rapidement. Et si vous avez des questions moins urgentes et qui peuvent être utilisées de manière générale, n'hésitez pas aussi à nous solliciter et elles vous seront présentées sur la prochaine FAQ du mois de mai. Voilà. Bon. Écoute, je pense qu'on peut laisser partir les gens. Je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de manger, mais pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de manger, c'est l'occasion. À 10h, il est un peu tard pour dîner quand même. Écoute, moi je vous remercie. On se dit donc à dans un mois pour la prochaine.
Voilà. Ciao, Et moi, ciao à je tous. retrouve le pôle Ciao, ciao. complémence dans 2 minutes. Ciao.